En octobre 2023, la dette publique des États-Unis a explosé, franchissant le seuil ahurissant des 34 000 milliards de dollars. Pourtant, ce chiffre astronomique n'a fait aucun gros titre catastrophiste. Les marchés financiers sont restés de marbre. Le dollar ne s'est pas écroulé. Les taux d'intérêt sont restés calmes. Pas de panique bancaire, pas de ruée vers l'or, pas de fuite massive des investisseurs. Pour la plupart des gens, cet événement est passé complètement inaperçu. Mais 34 000 milliards de dollars, c'est une somme si énorme qu'il est difficile de se la représenter. C'est plus que le PIB annuel de tous les pays du monde, sauf la Chine. C'est un niveau d'endettement qui semblait inimaginable il y a seulement quelques décennies. Ce contraste est fascinant. D'un côté, un chiffre apocalyptique, de l'autre, une indifférence presque totale. La vraie question n'est pas de savoir si cette dette est soutenable à long terme. Les économistes se disputent là-dessus depuis des années. La question c'est, pourquoi les alarmes n'ont-elles pas sonné? Pourquoi un tel niveau d'endettement, qui aurait provoqué une crise majeure par le passé, est-il aujourd'hui absorbé si facilement par le système financier mondial? Cette absence de panique nous en dit long sur la transformation profonde de la finance internationale. Pour bien comprendre, il faut d'abord mesurer ce que représentent ces 34 000 milliards de dollars. Cela équivaut à environ 123% du PIB américain. En clair, si toute l'économie américaine travaillait pendant plus d'un an sans rien dépenser, elle ne pourrait même pas rembourser cette dette. C'est plus que le PIB de toute la zone euro réunie. C'est plus de 40% de toute la dette publique mondiale. Chaque citoyen américain, du nouveau-né au retraité, porte sur ses épaules une dette théorique de 100 000 dollars. Mais ces chiffres spectaculaires ne disent pas que much space tout. Ce n'est pas comme un prêt bancaire classique avec une date de remboursement fixe. La dette américaine est un puzzle financier complexe composé de millions d'obligations et de bons du Trésor à court, moyen et long terme. Qui détient cette dette? Environ 30% sont entre les mains d'investisseurs étrangers, principalement le Japon et la Chine. Le reste appartient à des institutions américaines, la Réserve fédérale, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques et même des particuliers. Cette structure très diversifiée est la clé pour comprendre l'absence de panique. Si un seul grand créancier détenait toute la dette, il pourrait exercer une pression énorme. Mais quand elle est répartie entre des milliers d'acteurs aux intérêts différents, personne n'a le pouvoir ou l'envie de tout faire s'écrouler. Pour la plupart de ces détenteurs, les obligations du Trésor américain ne sont pas un simple investissement. C'est l'actif de référence mondiale, le plus sûr, le plus liquide, celui vers lequel tout le monde se tourne en cas de crise. C'est un peu le coffre-fort ultime de la finance mondiale. Cette perception de sécurité repose sur plusieurs piliers solides. Le premier, c'est la puissance de l'économie américaine. Malgré ses défis, elle reste la plus grande, la plus diversifiée et la plus innovante au monde. Elle génère une richesse colossale chaque année, repose sur des institutions stables et a prouvé sa capacité à surmonter les crises. Cette base économique fournit une assurance implicite que le pays aura toujours les moyens de payer ses dettes. Le deuxième pilier, c'est le statut unique du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est au centre de tout. Le pétrole, les matières premières, tout s'échange principalement en dollars. Les banques centrales du monde entier stockent leurs réserves en dollars. Les transactions internationales passent par le dollar. Cette centralité crée une demande structurelle, quasi obligatoire, pour les actifs en dollars et donc pour la dette américaine. Tant que le monde a besoin de dollars, il y aura des acheteurs pour cette dette, peu importe son montant. Le troisième pilier est peut-être le plus important pour comprendre la situation actuelle, le rôle transformé des banques centrales. Depuis la crise de 2008, et encore plus avec la pandémie, les banques centrales ont fait des choses impensables auparavant. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a acheté des milliers de milliards de dollars de sa propre dette en créant de l'argent à partir de rien pour stabiliser les marchés. Cette intervention massive envoie un message clair.
il y aura toujours un acheteur de dernier recours pour la dette américaine. En gros, même si tous les investisseurs privés et les gouvernements étrangers décidaient de vendre leurs obligations américaines, la Fed pourrait intervenir, racheter tout ce qui est sur le marché et empêcher une hausse brutale des taux d'intérêt. Cette garantie implicite change complètement la donne pour les investisseurs. Dans un système normal, une dette qui gonfle fait peur aux créanciers. Ils demandent des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque, ce qui rend la dette encore plus chère, et c'est la spirale infernale. Mais quand la Banque centrale peut intervenir à tout moment pour maintenir les taux bas, ce mécanisme de discipline est court-circuité. Les marchés savent que la Fed ne laissera jamais le gouvernement américain faire faillite. Cette certitude crée un filet de sécurité qui empêche la panique de s'installer. Cette situation soulève des questions vertigineuses sur l'avenir. Est-ce un nouveau paradigme durable ou une illusion dangereuse? Pour l'instant, le système tient. La confiance, même artificielle, est bien réelle et elle permet aux États-Unis de continuer à financer leur déficit sans déclencher de crise. Mais cette confiance repose sur un équilibre complexe entre la puissance économique américaine, la domination du dollar et l'interventionnisme des banques centrales. Si l'un de ces piliers venait à vaciller, la réaction des marchés pourrait être très différente. Le jour où les investisseurs commenceront à douter de la capacité ou de la volonté de la Fed d'agir comme garant ultime, le réveil pourrait être brutal. Mais pour le moment, le géant de la dette continue d'avancer, défiant les lois de la gravité financière que l'on pensait connaître. La vraie question est pour combien de temps encore? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À bientôt. Bien sûr, cette intervention massive des banques centrales a un coût et des limites. Injecter de la monnaie pour acheter de la dette publique, c'est ce qu'on appelle le financement monétaire. Historiquement, quand on en abuse, ça mène à l'inflation. Les États-Unis l'ont bien vu en 2021 et 2022, avec une forte poussée des prix, en partie due à ces politiques monétaires très généreuses pendant la pandémie. Pourtant, même si cette inflation a fait mal au portefeuille des ménages, elle n'a pas fait s'effondrer la confiance dans le système. Pourquoi? Parce que les marchés ont vu cette hausse des prix comme un phénomène temporaire, lié aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et à une demande qui explosait d'après les confinements. Ils n'ont pas cru au début d'une spirale inflationniste incontrôlable. Cette vision plutôt optimiste s'explique aussi par un quatrième facteur crucial. On s'est habitué, petit à petit, à ces chiffres vertigineux. La dette américaine n'est pas passée de 5 000 à 34 000 milliards de dollars en une nuit. Son augmentation a été constante sur des décennies. En l'an 2000, elle était d'environ 5 600 milliards. En 2008, juste avant la crise financière, elle atteignait 10 000 milliards. Et en 2020, elle dépassait les 23 000 milliards. À chaque fois qu'un nouveau cap était franchi, il y avait des débats, des avertissements, des prédictions apocalyptiques de certains économistes. Et pourtant, à chaque fois, le système a tenu bon. Cette répétition a créé une sorte d'habitude psychologique. Les marchés, les politiques et même le grand public se sont adaptés à des niveaux de dette qui paraissaient catastrophiques quelques années plus tôt. La catastrophe annoncée ne s'est jamais produite, alors le seuil de l'inquiétude a été repoussé toujours plus loin. Cette normalisation de la dette massive est peut-être l'un des changements les plus profonds de notre économie moderne. Il faut aussi regarder la structure de cette dette. Les États-Unis n'ont pas à rembourser 34 000 milliards d'un seul coup. La dette est étalée sur différentes durées, de quelques mois à 30 ans. En pratique, le gouvernement ne fait que refinancer sa dette en continu. Il emprunte de l'argent frais pour rembourser les anciennes dettes qui arrivent à échéance. Tant que ce processus se passe bien et que les taux d'intérêt restent gérables, le montant total de la dette importe moins que la capacité à payer les intérêts chaque année. Et c'est là qu'on trouve un paradoxe. Malgré la hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation, le coût du service de la dette, bien qu'en augmentation, reste pour l'instant supportable. En 2023,
Les États-Unis ont payé environ 600 milliards de dollars d'intérêts. C'est une somme énorme, mais ça ne représente qu'environ 2% du PIB. Ce ratio, même s'il augmente, n'est pas inédit. Dans les années 90, il était même plus élevé, alors que la dette totale était bien plus faible. Cette capacité à gérer la dette repose sur un principe simple. La croissance de l'économie doit être plus rapide que l'accumulation des intérêts. Tant que c'est le cas, le ratio dette sur PIB peut rester stable, voire diminuer. Et les États-Unis ont toujours eu une croissance économique robuste. Tant que ça dure, la dette, aussi énorme soit-elle, reste techniquement gérable. Mais alors, qui porte vraiment le poids de cette dette? Ce n'est pas si simple. Il y a d'abord les détenteurs étrangers, comme le Japon ou la Chine, qui financent une partie de la consommation américaine en échange de rendement. Ensuite, il y a les institutions financières américaines, comme les fonds de pension qui gèrent votre retraite. Elles détiennent une quantité énorme de dettes américaines, ce qui les expose à un risque d'inflation qui grignoterait la valeur de leurs actifs. Et puis, il y a les générations futures. Une dette aussi élevée peut limiter les capacités d'investissement de l'État dans l'avenir, que ce soit pour les infrastructures, le social ou pour faire face à de nouvelles crises. Cela pourrait signifier plus d'impôts ou moins de dépenses publiques plus tard. L'absence de panique face à 34 000 milliards de dettes n'est donc ni rassurante ni alarmante en soi. Elle montre comment le système financier a évolué pour absorber des chiffres autrefois impensables. Cette évolution s'est faite grâce à l'intervention des banques centrales, au rôle unique du dollar, et à une transformation progressive de nos attentes. Ce qui est fascinant, c'est la stabilité apparente de ce système face à des déséquilibres aussi massifs. Pendant des décennies, on nous a prédit des crises à cause de la dette. Mais à chaque crise, la réponse a été d'augmenter encore la dette pour sauver l'économie. Et ça a marché, du moins jusqu'à présent. Les États-Unis ont une position unique au monde. Aucun autre pays ne pourrait s'endetter à ce point. Mais ce statut n'est pas éternel. Si la confiance s'érode, si le dollar perd son statut, les mécanismes qui ont permis d'atteindre ce chiffre sans panique pourraient s'effondrer. Finalement, l'absence de panique nous en dit plus sur la transformation de notre système financier que sur la dette elle-même. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si cette dette est trop élevée, mais de comprendre comment nous en sommes arrivés à un point où de tels chiffres nous semblent presque normaux. Merci d'avoir regardé. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.